Allez, je vous propose de démarrer. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, c'est bon. Allez, en avant. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire de notre série à destination des acteurs du capital investissement. Donc, je suis Guillaume Bouvier, un des associés du groupe KEA. Rapidement, en quelques mots d'intro pour ceux qui nous connaissent peu. On est le premier cabinet de conseil de direction générale d'origine française. On a 25 ans d'existence. On est un peu autour de 300 consultants en France. On s'appuie sur une équipe de 900 consultants dans le monde. On est particulièrement actif dans les secteurs de l'industrie de la santé, du consumer goods et du retail, des services B2B et de tout le secteur énergie, utilities, construction et services à l'environnement. Voilà, à titre personnel, donc, je suis en charge des activités private equity et corporate M&A pour le groupe, donc activités qui se structurent sur l'ensemble du cycle d'investissement. Toute la partie stratégie de portefeuille, études de marché, prospective de secteur et puis screening de sites d'acquisition. On accompagne bien évidemment les due diligence stratégiques à l'achat et à la vente, avec je dirais peut-être une particularité, c'est de combiner une expertise sectorielle pointue et la connaissance bien évidemment du processus PI grâce à une équipe dédiée. Voilà, on est plutôt fiers d'avoir accompagné cette année autour de 30 opérations, dont un tiers en VDD. Voilà. Et le dernier axe d'intervention, c'est bien évidemment l'accompagnement des plans de création de valeur de vos participations post-deal. Et donc, on fait cela en s'appuyant sur toutes les compétences du groupe KEA, efficacité commerciale, IA data, tout ce qui est PMI et build-up, bien évidemment. Voilà. Donc aujourd'hui, sur ce troisième épisode de notre série, donc série dans laquelle on alterne entre des zooms sur des leviers de création de valeur, hein, parce qu'on est convaincu que pour vos actifs, il y a des leviers de création de valeur rapides. On en a évoqué dans nos épisodes précédents un certain nombre, comme les sujets de plan de performance ou le pricing. Et puis des zooms sur des expertises sectorielles. Donc c'est plutôt ça qui nous rassemble aujourd'hui. On a choisi de couvrir celui de la santé ensemble aujourd'hui, car c'est un secteur d'intérêt marqué pour nous et puis pour pour beaucoup d'acteurs du private equity, pardon. Et on continue d'observer une dynamique positive en termes de deal flow. On va y revenir au cours de nos échanges, mais on a participé cette année, à titre d'exemple, au dossier Equipment, à Gamasonic, à Perton, bien sûr, et puis quelques autres qui sont pas encore totalement officiels ou en cours, notamment dans la rééducation robotisée. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ça, je suis entouré ce matin de 3 personnes. La première, c'est Patrick Richer, avec qui j'anime le développement dans le secteur et qui est l'ex-fondateur de Neovian. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent bien. Et puis, deux personnes côté secteur santé de KEA. Le premier, c'est Jörg Oleyer, donc qui est associé de notre pôle santé, et Benjamin Gilles au sein de notre pôle public. Voilà, ils sont tous les deux très actifs dans ce segment de la santé au sens large. Et donc, on va pouvoir largement profiter de leurs expertises et de leurs insights. Je vous propose de garder vos questions éventuelles pour la fin des interventions ou éventuellement de les poster dans le chat au fil des échanges. Et puis, Patrick, je te passe le micro pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour ce troisième webinaire que l'on a effectivement décidé de consacrer à la santé, comme tu l'as dit, un secteur sur lequel on aura effectivement été plutôt actif en 2025. Alors pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers toi Jorg, et ma première question sera en deux parties. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous donner ta vision de la tectonique des plaques dans ce secteur de la santé et dans un second temps, nous dire comment ces changements sont susceptibles d'influer sur la bonne façon d'analyser les dossiers? Oui. Alors, en termes de tectonique des plaques, comme tu dis, nous, on aime bien rentrer dans le sujet, le décodage un peu de ce qui se passe. On appelle ça de l'atermoiement de quatre illustrations. Un peu toute la description du système d'innovation, comment en upstream, on crée de la valeur et comment tout ça, ça se transforme et potentiellement, ça bouscule les chaînes de valeur qu'on a connues.
pense que tout le monde sait que les chaînes de valeur sont absolument plus linéaires. Mais ce qui se passe dans la santé, c'est quand même toute une question d'outsourcing et de stratégie de make and buy qui ont fondamentalement changé. La refocalisation d'un certain nombre de labos pharmaceutiques sur certaines aires thérapeutiques de carve-out d'autres. Donc, ça bouge beaucoup de choses, et notamment en upstream, avec un certain nombre de petits acteurs qui finalement se disent il y a des choses à récupérer, des opportunités pour faire de la détection d'une nouvelle molécule ou d'une nouvelle forme galénique ou d'un nouveau device médical. La deuxième plaque rouge, c'est les stratégies de différenciation et d'hybridation. Il y a là-dedans beaucoup de choses. Il y a finalement ceux qui, un peu comme dans la stratégie à la papa, se disent on se focalise, on se spécialise sur l'immuno, les biosimilaires et l'oncologie parce que c'est le truc de demain, et qui laissent finalement un champ assez ouvert à d'autres acteurs qui sont plutôt sur de la médecine générale ou du device pour finalement régénérer d'autres formes de marché. Donc, ça bouge beaucoup le jeu des acteurs. Et la deuxième chose qui est là-dedans très intéressante, c'est qu'il n'y a plus de couloirs de nage tels qu'on les a connus. Il y a beaucoup de choses que vous entendez autour du patient, d'une approche holistique, du cure, ce qui fait qu'en fait, les lignes entre de la beauté, de l'alimentation et de la santé, y compris de prescriptif et invasive, tout ça devient assez poreux, et c'est assez intéressant à regarder comment les jeux d'acteurs se jouent là-dedans. Après, il y a deux manières de regarder, c'est la troisième plaque. C'est vrai que chez Kea, Guillaume l'évoquait un tout petit peu, on a plutôt un regard positif sur l'avenir. Notre mission, c'est de transformer l'ensemble des filières économiques vers une économie désirable, ce qui fait qu'on regarde plutôt les choses qui bougent un peu par opportunité plutôt que souffrance. Par contre, si vous allez dans les think tanks et dans un certain nombre de rassemblements d'acteurs de la santé, tout le monde se pose la question comment on va financer ce machin demain. Il y a des opportunités. D'ailleurs, le vivant regarde plutôt le cycle par ce qui se détruit se reconstruit. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a des marges qui sont bien sûr sur tension, mais ça met finalement tout le monde sous tension pour créer la bonne valeur au bon prix. Il se passe plein de choses en accélération sur la nouvelle manière d'être médicalisé, que ce soit à domicile. Ça fait 30 ans qu'on en parle, sauf qu'il y a des accélérateurs qui viennent, et pas seulement par la techno et par l'IA. Et puis, il y a quand même cette question de filière souveraine, on pourrait le mettre au pluriel au niveau global, où se jouent des territorialités un peu différentes. Et puis, il y a, et c'est pas la quatrième plaque, elle n'est pas propre à la santé, c'est propre à n'importe quelle entreprise dans le monde qui bouge, c'est le modèle d'efficacité de l'operating model de demain. Le future of work, etc. Et ça touche les pharma. Il se trouve que les pharma font partie de ces gens qui finalement étaient sur des cycles assez longs et qui restent pas forcément des exemples d'agilité. Et eux, ils prennent vraiment un coup. Et donc, si on prend ces quatre plaques-là, effectivement, pour répondre à ta première question, ça bouge pas mal. Et comme ça bouge pas mal, il y a de la valeur à capter là-dedans. Alors, par contre, si on va sur la slide d'après, et ça répond à ta deuxième question, nous on considère que l'exercice stratégique tel qu'on le menait avant est un peu désuet et ne permet pas forcément de regarder les choses par les bons angles. Typiquement, faire une analyse SWOT, c'est finalement un travail assez traditionnel où finalement on fait un peu d'introspection, mais on fait un peu, je coche la case, et tout le monde se dit, bah, vu que mes forces sont là, j'ai mes faiblesses à corriger, je vais anticiper 2-3 risques, et puis je vais jouer sur les opportunités. Cet exercice-là, il ne fonctionne pas dans un monde, que ce soit banni ou que ce soit VUCA. Nous, on préfère l'approche Firma, où clairement, on a le I en premier, même si dans Firma, il est deuxième, qui est l'impact qu'on veut générer sur le système et l'écosystème. Les forces distinctives, et j'insiste sur le mot distinctif parce que tout le monde en a des forces. Et qu'est-ce qui crée la force distinctive? Je saute sur le M. Le M, c'est la magie. C'est comment, à un moment donné, j'ai une singularité qui va faire la différence. Et vous avez le A pour les alliés parce qu'il n'y a plus grand-chose qui se joue seul. Effectivement, le R, nous, on le prend plutôt par la question des réalités. En anglais, je vous dirais, c'est à un moment donné, il faut se confronter aux brutal facts. Le monde est brutal, mais là-dedans, il y a quand même des choses à jouer. Et cette approche-là, c'est plus comme on le faisait avant. Le SWOT ne suffit plus. Ce qui permet d'ailleurs à des acteurs, je vous donne un exemple dans la santé, et je reviendrai dessus potentiellement un peu plus vers la fin, où vous avez des acteurs qui sont des tier one assez industriels de la pharma, qui tout à coup s'inventent une nouvelle proposition de valeur en remontant la chaîne de l'upstream, en achetant quelques capabilities,
et en se réinventant complètement comme un acteur préféré, partenaire de l'ensemble du cycle de développement d'un acteur de la pharma. Le deuxième, c'est la question de l'équation de valeur. Le paradigme de Porter qui est de dire capte la valeur, bâtit des barrières à l'entrée et mets-toi en situation de vente ne marche pas. Je crois que le meilleur exemple, tout le monde l'a en tête, c'est le GLP-1. Novo Nordisk et Lilly, les acteurs du diabète, ils phagocytent 60, 70, 80% du marché du GLP-1. Et pourtant, ils vont être disruptés. Ils vont être disruptés parce que finalement, la valeur qu'ils ont créée, qui capte, a un petit angle mort qui est que l'adhérence est de 50% seulement au traitement. Ils sont sur des formes injectables, alors qu'ils sont en train de se faire disrupter par des formes absorbables et avec une adhérence et une promesse d'adhérence meilleure. Nous, on considère que le reporteur ou le nouveau porteur, c'est comment on crée de la valeur pour le système dont on prend une part. Ce qui est un changement de mindset. On a l'impression que c'est juste une question de sémantique. C'est un changement brutal. La troisième chose qui ne fonctionne plus, c'est de prendre un portefeuille, de le prioriser, parce que finalement, c'est assez statique ce qu'on fait. On prend la photo et on fait chamboule tout pour dire il y a des P1, des P2, des P3. Nous, on considère, et je pense que Benjamin va revenir dessus, c'est un peu notre angle qu'on veut donner aujourd'hui, c'est comment on se projette dans une valeur future. Et dans ce time horizon, ça peut être 3-5 ans. En 3-5 ans, il y a des choses qui disruptent. Donc, tous ceux qui prennent des photos risquent de ne pas voir le film. Et le quatrième, c'est un peu le corollaire de ce que je vous avais dit sur la question de la réinvention de l'efficience d'une organisation. Il y a à réinventer l'operating model. Pour tous ceux qui ont la chance déjà d'être agiles et lean, doivent construire l'antifragilité. Il y a quelque chose qui fait qu'on est constamment dans une entreprise qui doit se réinventer. Et quand on est des mastodontes, ou même quand on est une start-up, il y a un moment donné où il faut trouver les ferments qui sont où on va finalement, si on prend le modèle stratégique que tout le monde connaît, qui est la S-curve, c'est-à-dire qu'on désinvestit, on réinvestit, il y a un moment donné, ce cycle-là, il doit se brutaliser un petit peu, où on détruit des choses pour les reconstruire autrement. Finalement, c'est un organisme, un modèle operating qui est capable de se réinventer en permanence. Merci beaucoup, Jorg, pour ces éléments très détaillés. Alors, Benjamin, pour aller plus loin sur ce qui vient d'être dit, est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à regarder les dossiers avec une grille d'analyse qui soit uniquement statique, ou est-ce qu'il faut désormais basculer sur une grille d'analyse qui soit plus dynamique? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette grille d'analyse dynamique? Oui, oui, d'ailleurs, voilà, on va l'illustrer. Donc voilà, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, investir intelligemment en santé, c'est accepter une idée clé, c'est que, comme le disait Jorg, la valeur, elle est plus dans ce que sont les entreprises, mais plutôt dans ce qu'elles vont devenir dans un système en profonde mutation. Et c'est cette carte qui tente de rendre visibles les grandes transitions structurelles qui redessinent un peu le terrain de jeu en santé. On a des équipes de prospectivistes qui analysent en routine les dynamiques de secteur, qui exploitent une masse conséquente de documents et qui ont pu identifier plus de 40 tendances structurantes qui vont concerner 4 grandes transitions que vous retrouvez sur la planche. Ici, la transition démographique, c'est celle qui va mécaniquement tirer la demande, la transition environnementale dont on parle systématiquement, la transition géostratégique et la transition technologique. Et pour nous, l'enjeu pour un fonds, c'est pas forcément de regarder ces transitions séparément, mais c'est d'essayer de comprendre comment elles se croisent. Et quand on les croise, ce que vous voyez matérialisé sous la forme de petits points, c'est ce qu'on appelle des espaces de croissance. Et pour nous, c'est 15 zones où la valeur demain va se créer. Ça va de la silver economy à la circularité, ça va de la souveraineté industrielle à l'IA, ça va du cure au care, jusqu'à la médecine ultra personnalisée. Et c'est un peu la base de notre approche, c'est d'identifier, localiser les lieux où les transformations profondes vont pousser la valeur et transformer ces transitions en une grille de lecture qui va révéler le potentiel futur de chaque cible. Et pour chaque opportunité d'investissement, on va aller mesurer, affecter un score en fonction de l'exposition à ces 15 poches de croissance, la profondeur de l'alignement et la capacité à se positionner au cœur de ces transitions. Et on a 2 illustrations concrètes, Patrick. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais te demander. En fait, ça paraît effectivement très puissant comme approche. Est-ce que tu peux nous l'illustrer sur 2 exemples concrets? Et peut-être, Guillaume en a parlé en introduction, 2 dossiers sur lesquels on a fait la VDD Strat cette année, Apperton Equipment.
On va l'illustrer sur deux dossiers évoqués par Guillaume en introduction, Equipment et Aperton. C'est deux deals sur lesquels on s'est posé les trois questions clés. Est-ce que cet acteur, il est au bon endroit du futur? C'est vraiment le premier filtre et la première question qu'on se pose, qui est finalement l'analyse de la pertinence stratégique. Est-ce que demain, il peut jouer un rôle dans l'écosystème? Est-ce que c'est un acteur qui peut devenir indispensable? C'est évaluer finalement sa capacité d'impact. Et puis la troisième question, c'est est-ce qu'il va être capable de grandir avec le système? Nous, ce qu'on cherche tout le temps, c'est des acteurs qui ne subissent pas les transformations, mais qui vont les amplifier. C'est la dynamique évolutive d'un actif. Si on l'applique à Quickment, qui est un acteur infrastructurel, qui est un maillon du système qu'on ne voit pas toujours, presque invisible, mais qui est absolument critique dans la gestion de la location, le suivi d'équipements pour les essais cliniques internationaux. La demande, elle explose. Elle est tirée par trois dynamiques. La complexification des protocoles, la digitalisation des essais ou l'internationalisation de la recherche biotech. Et finalement, quand on applique ce radar, Quickment va cocher pas mal d'espaces de croissance à ses cœurs. La transformation des essais cliniques, on l'évoquait avant, vers une médecine ultra personnalisée. Tous les enjeux de souveraineté sur l'innovation et la circularité des équipements. Donc au final, on voit en plus trois axes d'accélération, l'IA dans le pilotage, qu'évoquait Jorg en introduction, la cybersécurité et le sujet du vieillissement qui va pousser la recherche clinique. Donc avec cette lecture, finalement, Quickman, qui pourrait apparaître comme un acteur opérationnel assez technique, on le positionne vraiment comme un acteur stratégique de l'innovation qui est complètement aligné avec les dynamiques du futur. Et puis, si on prend le cas d'Aperton, qui est un actif ultra critique dans le système hospitalier, autour des enjeux d'externalisation de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, il est non substituable, il est ultra régulé et il est indispensable à la continuité opératoire. Sa demande, elle est tirée par trois moteurs ultra puissants. On va avoir le vieillissement, la hausse des volumes chirurgicaux mécaniquement, et toute cette exigence croissante de qualité et de traçabilité qui caractérise fortement son actif. Donc, dans la grille et le radar d'opportunité qu'on a présenté juste avant, en fait, Aperton va ressortir comme un champion dans la mesure où il est complètement aligné avec les dynamiques démographiques, il est aligné avec tous les enjeux de souveraineté hospitalière et il est aligné avec les questions de circularité et de transition écologique. Il a un axe d'optimisation en plus qui est ultra clair, qui est toute l'automatisation industrielle. Donc, pareil, là, avec cette analyse, Aperton, prestataire de services externalisés, finalement, avec cette grille de Future Readiness, il apparaît comme un acteur clé du fonctionnement hospitalier de demain. C'est vraiment l'actif stratégique qui va capter de la valeur parce qu'il sécurise un maillon ultra indispensable. C'est très clair, merci beaucoup. Je me retourne vers toi, Jorg. Si on décidait d'étendre cette approche que vient de présenter Benjamin sur ces deux exemples à la petite trentaine de dossiers santé qui sont en process actuellement ou qui vont l'être en 2026, avec cette approche un peu de scoring dynamique, qu'est-ce que cela donnerait et quelles conséquences peut-être durant la due deal sur l'évaluation du plan de transformation et de création de valeur qu'il sera possible de déployer une fois le deal Je démarrais, Patrick, un peu un peu une vigilance. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle méthode qui apparaît, c'est un peu comme un arbre dans un virage. Si on regarde que l'arbre, on loupe le virage. C'est un élément de plus d'éclairage de la création de valeur et de l'équation de valeur. Effectivement, Benjamin l'a expliqué, alors, après, on le fait avec un indice, on regarde le nombre de cases que ça coche, etc. Ça nous donne un renseignement sur le future readiness, mais ce n'est qu'un élément. La deuxième chose, c'est que cet avenir, il se prépare aussi dans les actifs actuels. Donc, même si on est peut-être un peu bold ce matin pour dire attention, ne faisons pas de la manière conventionnelle, il faut faire la manière conventionnelle d'évaluer la valeur. Et c'est dans la tension des deux qu'on peut se dire quelle construction de plan on crée pour accompagner la création de valeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, même si on considère que Aperton, par notre analyse, est un champion, et d'ailleurs vous en avez d'autres sur la droite du slide, ça ne veut pas dire que ça disqualifie ceux de gauche. Ça veut juste dire que ça nous alerte sur la manière de créer de la valeur pour ceux de gauche. Typiquement, je vous donne un exemple. Je vous avais évoqué dans la chaîne de valeur un certain nombre d'industriels qui remontent la chaîne. On les accompagne depuis 4 ans. On aurait fait cet assessment qu'on n'a pas fait. Il y a 4 ans, je pense qu'ils ne cochaient pas beaucoup de cases. Par contre, dans le plan de transformation, il y a un certain nombre de capabilities qui doivent être générées pour être prêts à être un preferred partner de l'ensemble du drug development de la pharma dans le monde. Et par contre, ça suppose d'être extrêmement conscient sur le changement de braquet dans le pharma skill set,
le changement de braquet sur un certain nombre de nouveaux actifs industriels à créer comme CMO, CDMO, feeding, etc. Et toutes ces consciences-là, elles ont lieu dès le départ pour ensuite accompagner le chemin. Donc, si j'ai quelqu'un à 40, je ne dis pas c'est mort, j'y vais pas. Je regarde juste la manière dont l'acuité de mon audit à date me dit juste attention, si on y va, l'effort pour y arriver va potentiellement être plus fort que certains autres. C'est une bonne nouvelle pour les fonds qui regardent cet actif. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui regardent la palette large et qui se disent c'est un élément d'éclairage, un, de la valeur projetée et deux, du chemin pour y arriver. Très clair. Est-ce qu'on a des questions, Guillaume? On n'a pas encore de questions. Peut-être une première question de ma part, Jörg, c'est qu'on a évoqué pas mal là, l'environnement de la transaction, ou Benjamin hein, d'ailleurs, on avait évoqué pas mal l'environnement de la transaction. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme retour d'expérience ou qu'est-ce que vous pouvez partager sur le fait d'appliquer finalement cet exercice qui est à la fois prospectif et puis de regarder le futur readiness de l'entreprise pour les sociétés qui sera en portefeuille des fonds. En fait, si je reprends cet exemple dont je parlais à l'instant, si on prend à titre d'exemple un certain nombre de poches de croissance, il y en a trois qui moi, me marquent beaucoup dans le plan qu'on est en train de travailler avec cette entreprise. Le premier, c'est la question de l'approche holistique de la santé, où la charge mentale est finalement assez au centre. Ça a conduit à une acquisition d'une société, d'une start-up, dont je tairai le nom, qui à un moment donné crée des plateformes d'accompagnement et de compagnons de la santé mentale, qui est un relais plus par rapport à une proposition de valeur qui est assez drug development, device, etc., etc., pour avoir une approche holistique et finalement un portefeuille beaucoup plus large. Le deuxième, c'est une diversification vers le PET. Ça a l'air de rien comme ça, mais le PET, ça va être the booming marché de la santé. Et quand je dis la santé, ça va bien du care au cure. Hein. Quand vous regardez le well-being du pet, il est pratiquement aussi important que la vaccination des animaux de compagnie. Et le troisième, c'est toute la question des data-driven companies. Vous ne pouvez plus être un industriel qui, à un moment donné, ne remet pas la donnée au cœur. Et il se trouve que cet industriel est proche des devices, donc qui dit device dit objet connecté, et qui dit objet connecté dit valorisation de la donnée une fois générée. Et en fait, on a dans ces poches de croissance identifié trois, et tout le plan de transformation au sens portefeuille et priorisation finalement du plan de croissance est bâti avec ça. C'est-à-dire qu'on travaille mieux le more the same. D'ailleurs, le plan de transformation est construit comme ça. More the same and there is the future. C'est deux manières différentes. Ça crée des plans de transformation assez ambidextres pour travailler sur l'horizon court et l'horizon long, mais c'est assez transformationnel. Est-ce que ça répond à ta question? Très bien, je crois. Peut-être que ça soulève d'autres interrogations auprès des participants. Benjamin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on prenne une ou deux questions? Non, il a été hyper complet. Voilà, moi, tu le disais tout à l'heure, bossant beaucoup dans le secteur santé publique et amené à travailler avec pas mal d'opérateurs. Mais voilà, tous ces opérateurs, ces structures, ces actifs qui sont capables d'aller un cran plus loin dans l'industrialisation de la santé et non pas la financiarisation de la santé, sont vraiment des acteurs qui aujourd'hui sont intéressants à regarder et qui deviendront les pépites de demain, avec toutes les contraintes d'un système qui est ultra sous tension sur le plan RH. Ceux qui savent automatiser, standardiser et fiabiliser seront les pépites de demain. Il y a peut-être un dernier éclairage, Guillaume, pour compléter ta question. Il y a beaucoup de choses qui, avec les éléments de souveraineté, le tout exacerbé par les histoires de pricing et tarifs douaniers, chahutent pas mal les stratégies d'internationalisation et de globalisation. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant sur le Global for Local, Go Global, Go to Asia, Pharma Goes East, enfin, ouais, je pense que vous connaissez un peu tout ça. Ça se regarde avec un peu plus d'acuité et de discernement que simplement on coche la case pour être global. Il y a beaucoup de stratégies, on parlait d'alliances. On peut avoir une couverture globale
qui finalement est plutôt une couverture par alliance plutôt que d'être partout pour être partout. Je crois qu'il y a une question. Très bien, dans le merci. chat. Il y a une première question, en effet, c'est quels enseignements pour la stratégie des acteurs en termes de M&A et les grands et les petits, avec par exemple l'exemple de Hublot qui était cité C'est qui veut répondre? en termes de build-up. Vous voulez répondre, Patrick, Benjamin? Je pense que la stratégie de buy and build est clairement une stratégie qui concerne des actifs de la santé. Ouais. Pas tous, certains, pas tous. Donc, je dirais que dans la grille d'analyse stratégique pendant la due deal et dans la préparation du plan de transformation de l'actif, je dirais que c'est un des éléments qu'il faut regarder, mais comme beaucoup d'autres. On a l'habitude chez Kea sur des dossiers qui sont des dossiers sur lesquels la thèse de buy and build est une thèse de l'equity story. En fait, d'encapsuler dans la due deal des éléments de screening. On est assez outillé par rapport à ça. Alors, c'est pas l'objet du webinaire de ce matin, mais on pourrait d'ailleurs faire un webinaire sur comment faire du screening dans une due deal. Voilà, donc il y a des dossiers sur lesquels c'est indispensable de regarder comment on va faire de la croissance externe. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels c'est absolument pas le sujet. En tout cas, je trouve que la question, si je reviens sur la méthode Firma, je pense que la question de la croissance externe, elle se joue de manière assez multimodale. On n'est pas obligé de faire que du buy, on peut faire du co-build et du co-develop. De nouveau, on croit beaucoup, notamment dans la santé, alors que ça s'appelle value-based healthcare, etc. Toutes ces formes, tous ces moteurs de génération de la valeur pour les systèmes ne peuvent plus se faire dans son couloir de nage avec des partenariats privés-publics à l'ancienne. Il y a une question de jeu d'alliance. Alors, après, on peut avoir des alliances où on intègre, mais il y a plein de manières de co-développer de la valeur et garder une partie. Pour prolonger un peu cette question, là, la précision, c'est-à-dire plus spécifiquement en quoi la stratégie M&A permet de se préparer à la vague de l'IA dans la santé. Comment est-ce qu'on peut-être qu'elle regarde, on porte à date sur le développement de l'IA dans le secteur? Ça pourrait faire l'objet d'un... secondes pour répondre à ça. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, évidemment. On va pas dire qu'on fait désormais systématiquement sur toutes nos due deals un module IA, parce que là encore, il y a des sujets sur lesquels c'est indispensable de se poser la question comment l'IA va changer mon métier, ma chaîne de valeur, est-ce que ça me permet de gagner en top line, en bottom line, en efficacité de process, etc. Et puis il y a d'autres dossiers sur lesquels là aussi l'IA va pas impacter l'actif. Donc c'est difficile de répondre à cette question de manière générale. Après, juste pour compléter, moi, les vraies questions que je me pose aujourd'hui, c'est quoi les investissements qui renforcent le système? Quels sont ceux qui le fragilisent? On l'évoquait tout à l'heure, tout ce qui permet à un moment d'industrialiser, de renforcer, de fiabiliser, c'est un bon deal. Enfin, je fais écho à l'article de la DGOS qui est paru cette semaine, que vous avez peut-être vu passer sur la question de la financiarisation de la santé, qu'il avait un point critique, où la financiarisation, elle est ni totalement bonne, ni totalement mauvaise. Mais comme la valeur d'un acteur va dépendre de son rôle dans le système, la capacité qu'il aura à assurer, renforcer la continuité des soins, qualité, sécurité et l'efficacité globale, derrière l'IA, on voit finalement un magnifique levier pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et aller dans le sens de ce que propose la DGOS. Donc oui, c'est un vrai sujet. Oui, et puis je crois que en fait, dans la manière dont on peut regarder le M&A sur le sujet de l'IA, il y a dans ce secteur-là, il y a forcément un axe qui se fait autour de la R&D et de la manière la manière dont des acquisitions peuvent accélérer, enfin en matière d'IA, peuvent accélérer la R&D. Et ça me fait penser aussi à un autre dossier sur lequel on a échangé récemment. Les acquisitions dans ce champ-là, elles peuvent avoir aussi un objectif qui est d'accélérer l'accès aux données en fait qui sont SOC. Donc
y a un certain nombre d'axes et celui de la R&D et de l'accès aux données, à mon avis, est intéressant dans ce champ de l'IA. Une autre question. On a deux nouvelles questions sur l'état actuel des établissements de santé et l'impact sur les investissements dans les innovations du secteur de la santé. Et comment intégrez-vous la mise sous pression du financement public dans votre grille d'analyse? Par exemple, le potentiel de développement du préventif, qui est globalement peu financé. Ça, c'est une question pour toi, Benjamin. Je vais prendre. Il est très prévention, York, je trouve. Non, le constat sur l'état actuel de l'établissement de santé, il est contraint, il est compliqué. La contrainte RH, elle est clé. On abordait Aperton tout à l'heure. C'est un bon dossier. Pourquoi? Parce que l'âge moyen d'un agent de stérilisation, ça doit être 59 ans. Donc, très concrètement, vous avez une bonne partie des établissements de santé qui, dans 3 à 5 ans, devront se poser de la question de qui va à un moment assurer la stérilisation. Donc, il y a le sujet RH qui, pour moi, est celui qui pèse le plus et qui contraint en effet fortement dans un environnement ultra concurrentiel. Et ce n'est pas forcément les privés, d'ailleurs, qui s'en sortent le mieux, les privés lucratifs, sur ce sujet-là. Ça impacte très concrètement la capacité d'investissement des établissements de santé. Et c'est des questions qui se posent toutes les 5 ans. Où est-ce qu'on va mettre nos billes? Est-ce qu'on va le mettre dans l'acquisition d'une nouvelle IRM? Est-ce qu'on va le mettre dans une innovation un peu plus poussée qui va repenser le modèle opérationnel? Là, aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des réflexions de l'ensemble des décideurs. Je vais apporter deux éléments par rapport à ce que dit Benjamin. Effectivement, ces décideurs, dans les think tanks où ils sont, eux, ils sont sur une question qui est effectivement la question du système dans son ensemble. Avec quelque chose qui est assez flagrant pour eux en ce moment, c'est de considérer qu'il n'y a pas de plan santé national alors qu'il y a un plan défense. Le plan santé national, il ne démarre pas à l'entrée des urgences parce que l'hôpital aujourd'hui, c'est une usine à santé. Alors qu'en fait, on est sur une approche holistique de la prévention. Et on arrive à le faire sur la défense, on n'arrive pas à le faire sur la santé. Donc ça c'est devant nous. Et donc, la deuxième chose, c'est quand vous regardez les différents concepts d'hôpitaux du futur qui se créent, on n'est plus dans l'usine de santé. On est sur une approche holistique où finalement l'hôpital devient un lieu du être bien. Donc, Donc, on va vers cette tendance-là. Par contre, il y a un certain nombre de bombinettes sur le chemin On a un tigre ennemi. Il faut. On a la connexion. C'est un peu plus compliqué. Ouais, peut-être coupe ta vidéo, York, c'est moins bon sur le son. Ça marche. Ok. Est-ce que. Sauf s'il y a une dernière question, je vous propose qu'on s'arrête là. Après, on est ravis de poursuivre la discussion avec ceux que ça intéresse, bien évidemment. Voilà, on vous enverra le support, bien évidemment. Vous retrouverez le replay de ce webinaire sur notre site, comme les précédents. Et puis, écoutez, on va conclure là. On vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode, probablement orienté sur le secteur de la construction, qui est un peu paradoxal aujourd'hui et qui souffre du chaud et du froid. Donc, on a pour ambition de vous amener un peu notre lecture sur ce secteur-là, notamment dans le segment de l'ingénierie, des bureaux d'études. On a la conviction qu'il y a encore des choses très intéressantes à faire. Et donc, voilà, on vous donne rendez-vous en janvier pour ce nouvel épisode. Merci à tous. Bonne journée, à votre disposition pour poursuivre les échanges, bien évidemment, comme tu disais, Patrick. Merci à toi, Patrick. Merci, Jorg. Et merci, Benjamin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.